Au bord de l'eau. Chapitre 19. Partie 119. Page 463. Au repère lagustre, Lin Chong vide une terrible querelle. Lors d'un bref séjour au Mont Liang, Cao Gai se rend maître du repère. Note. Dai Benghua vider une querelle avec un compagnon. Binghua ou Bing signifie compagnon, camarade. Originellement, un groupe de 5 soldats est appelé Li, et 2 Li sont un Yo, 10 hommes. 5 Yo constituent un Tuan, escouade de 50 hommes. Ce terme, Wo, se retrouvera dans le surnom d'un personnage nommé Chuan Wao Er, le notonnier. Fin de note. Au repère lagustre, Lin Chong vide une terrible querelle. Lors d'un bref séjour au Mont Liang, Cao Gai se rend maître du repère. Alors, l'inspecteur Yi quitta le prétoire après avoir reçu les ordres du préfet et se rendit aussitôt à la salle des délibérations secrètes pour tenir conseil avec ses hommes. Tous les excepts lui dirent: pour ce qui est du lac, du village de la stèle de pierre, il se trouve tout près du lac des Monts Liang, et tout cela ne forme qu'une immense étendue d'eau couverte à perte de vue de joncs et de rosseaux, avec un labyrinthe de chenaux. À moins d'avoir une puissante armée et toute une flottille de bateaux, qui oserait s'aventurer dans un endroit pareil pour arrêter des bandits? À quoi Itao répondit: il y a du vrai dans ce que vous dites. Il retourna à la salle d'audience et vint rendre compte au préfet. Dans le fait, dit-il, ce lac du village de la stèle de pierre est situé à 2 pas du lac des Monts Liang. Tous ses abords ne sont qu'un vaste labyrinthe de chéneaux, de criques et de bras d'eau dissimulés par les rosseaux et les plantes aquatiques. Et quand on sait qu'en temps ordinaire, c'est déjà un nid de malfaiteurs, on n'ose pas imaginer ce que c'est devenu maintenant que vient de s'y ajouter toute la troupe de bandits qui nous occupe. À moins de lever une puissante armée, comment oser se hasarder dans un pareil endroit pour tenter de les prendre? Si la situation est telle que tu l'as décrite, rétorqua le préfet, qu'on envoie en outre un commissaire et chef de patrouille d'arrestation des bandits qui connaissent son affaire, et qu'on choisisse 500 soldats gouvernementaux qui t'accompagneront dans ta mission. Instruit de ces directives, Itao retourna à la salle de délibération, fit convoquer tous ses escètes et sélectionner plus de 500 hommes qui allèrent s'équiper et fourbir leurs armes. Le lendemain, le chef des patrouilles reçut un mandat officiel du préfet de Jizhou. Puis, en compagnie de l'inspecteur He, il se mit en route avec 500 soldats gouvernementaux et nombre d'escètes, en direction du village de la stèle de pierre. Revenons maintenant à Cao Gai, le roi céleste, et à Gongsun Shen, le taoïste. Après avoir incendié le manoir avec des torches, ils partirent en compagnie d'une bonne dizaine de fermiers vers le village de la stèle de pierre. À mi-chemin, ils tombèrent sur les 3 frères Wan qui, les armes à la main, venaient à leur rencontre pour leur faire escorte jusqu'à chez eux. Les 7 amis s'installèrent dans la maison de Juan le 5e, mort prématuré.
Juan le deuxième, prépa instantané, avait d'ores et déjà transféré toute sa famille à l'abri sur une île du lac. Tous les 7 agitèrent alors la question de leur entrée dans le repère du lac des Monts Liang. Wuyong le clerc prit la parole. Actuellement, au carrefour de la route de la famille Li, un certain Zhugiu, dit Caïman sur le sec, vient d'ouvrir une taverne où il accueille les braves qui viennent des 4 coins de l'Empire. Quiconque veut entrer dans la bande du lac des Monts Liang doit auparavant aller le trouver. Je propose de préparer maintenant quelques coureaux, d'y charger tout ce dont nous avons besoin et de faire à Zhugiu quelques présents amicaux en lui demandant de nous introduire. Tandis qu'il en était là de leur délibération, voici que plusieurs pêcheurs vinrent leur annoncer. Une armée gouvernementale arrive au village à toute allure. Cao Gai se leva aussitôt et déclara. Si ces imbéciles osent nous poursuivre jusqu'ici, il n'est plus question de partir. Aucune importance, dit Juan le deuxième. Je me charge de leur tenir tête tout seul. Vous, allez voir comment le gros de l'armée finira au fond de l'eau et le reste sous mon sable. Du calme, dit Wu Xunchen. Laissez un pauvre Taoïste se montrer ce dont il est capable. Frère Liu Teng, dit Gao Gai. Allez avec le maître Wu embarquer dans le canot de nos affaires et nos familles. Et rendez-vous directement aux abords du carrefour de la route de la famille Li, à gauche duquel vous nous attendrez. Nous restons ici pour voir quelle tournure prendront les choses et nous vous rejoindrons. Juan le deuxième choisit 2 barques à rames, y fit monter sa mère et le reste de sa famille, et y chargea ses biens. Liu Tong et Wu Yong prirent chacun le contrôle d'une barque, donnèrent à 7 ou 8 rameurs ordre de prendre les avirons et partir les premiers vers le carrefour de la famille Li. Alors il fut décidé que Juan le cinquième, mort prématuré, et Juan le septième, le Yama vivant, prendraient eux aussi un canot et qu'ils vogueraient dans telle direction pour accueillir les assaillants de telle et telle façon. Ils s'embarquèrent tous deux sans perdre un instant. Parlons maintenant de Itao, du chef des patrouilles et des troupes gouvernementales. Ils approchèrent du village de la stèle de pierre et commencèrent par réquisitionner tous les bateaux qu'ils pouvaient trouver au long du rivage. Alors, les soldats qui savaient nager montèrent dans les embarcations et avancèrent en coordonnant leur mouvement avec la cavalerie qui était sur la rive pour une attaque de grand style, par haut et par terre simultanément. Quand ils arrivèrent à la maison de Juan le deuxième, pas instantané, ils se mirent tous ensemble à pousser des clameurs sauvages et donnèrent l'assaut en masse. Ils se ruèrent dans la demeure, mais ne trouvèrent que des pièces vides, où ne restaient que des objets trop lourds ou trop encombrants pour être emportés. Qu'on aille arrêter quelques-uns des pêcheurs du voisinage, ordonna Itao. Interrogés, les malheureux répondirent. Ces 2 frères, Juan le cinquième et Juan le septième, habitent tous 2 au milieu du lac, mais sans bateau, il est impossible d'y aller. Itao et le chef des patrouilles tinrent conseil. Il y a dans ce lac une multitude de petits chemins et de bras d'eau enchevêtrés, d'une complexité affolante. De plus, il y a tantôt des abîmes et tantôt des hauts fonds, et nous n'avons pas la moindre idée de la profondeur des passages. Si d'autre part nous essayons de capturer les bandits en ordre dispersé, craignons de tomber dans une perfide traquenard de ces coquins. Laissons donc nos chevaux au village sous la garde de quelques sentinelles
et embarquons-nous en force dans les bateaux. Tous deux, suivis des excepts et du gros de l'armée, prirent place à bord des batelets, car ils disposaient alors d'une bonne centaine de canons, se manœuvrant tant à la rame qu'à la godille. Toute cette petite flottille fit mouvement vers la maison de pêcheurs de Juan V, mort prématuré. Au bord de l'eau. Édition spéciale. Partie 2. Avant d'avoir progressé de 5 ou 6 lits sur les eaux du lac, ils entendirent soudain un chant monter de la roselière. Tous firent stopper les embarcations et prêtèrent l'oreille. Et la chanson disait: dans les marais aux perspicaires, je suis pêcheur, point de labour ni de sème, et vis sans peur. Les mandarins au cœur de fiel, les fonctionnaires officiels, sont tous cruels et corrompus, et moi, sans pitié, je les tue. Pourtant, je suis sujet loyal, et de l'empereur le féal. Quant à l'inspecteur I, et ses hommes entendirent cela, ils eurent tous la chair de poule. Or, voici qu'apparut au loin un homme, tout seul dans une tillette. Il ramait dans leur direction et approchait en chantant. Quelqu'un le connaissait et il le désigna du doigt en disant: voilà, Juan V, c'est lui! Itao fit un signe et aussitôt, on souqua sur les avirons et nagea vers l'homme. Chaque soldat tenait son arme à la main, prêt à frapper. À la surprise générale, Juan V partit alors d'un grand rire, puis commença à leur chanter pouille. Fonctionnaires scélérats, oppresseurs du peuple que vous êtes, votre témérité confine à la folie. Vous osez venir me provoquer, moi votre père et maître. C'est vraiment venir tirer les moustaches du tigre. Itao avait derrière lui des soldats qui savaient tirer à l'arc. Ils prirent des flèches, bandèrent leurs arcs et décochèrent une grêle de traits. Mais Juan V avait vu qu'il le visait et avait déjà saisi un aviron, fait une pirouette et culbuté dans l'eau. On s'approcha au plus vite de l'endroit où il était un instant avant, mais ne trouva personne. Avant même d'avoir pu s'engager à la rame dans 2 chaîneaux resserrés, voici qu'ils perçurent tous un coup de sifflet venant de l'immensité des roseaux. Ils avancèrent immédiatement en se déployant et aperçurent tout d'un coup devant eux 2 hommes qui manœuvraient un courroux. L'un était debout à la proue, coiffé d'un chapeau de jonque verdâtre, couvert d'un manteau de pluie en fibres végétales et tenait à la main un plantard emmanché à une longue hampe. L'homme chantait et sa chanson disait: au bourge de la stèle de pierre, c'est moi le maître, et mon cœur, une envie étrange vient de naître. Et cette envie, je le sens, est de voir couler le sang. C'est d'abord excepte à Itao, votre chef, que je m'en vais trancher le chef. Puis à notre empereur, dedans sa capitale, je m'en irai offrir ce présent capital. Quand Itao et ses hommes entendirent cela, ils furent saisis d'un nouveau frisson. Quelqu'un qui connaissait le chanteur dit: voilà, Juan VII, c'est lui! En avant tous, cria Itao. Commencez par vous saisir de ce bandit et ne le laissez pas s'échapper. À ces mots, Juan VII s'esclaffa et lança: fieffé bandit vous-même!
Puis, d'un simple coup de son arme, il fit aussitôt virer sa barque, qui embouqua un petit bras d'eau. Tous les soldats, criant à tue-tête, se lancèrent à sa poursuite. Mais Juan le septième et son compagnon faisaient passe-vogue, et toujours sifflant, s'engagèrent dans un labyrinthe de petits chéneaux étroits. Derrière eux, les soldats manœuvraient en tous sens pour les rattraper, et Itao, se voyant acculé dans des bras d'eau de plus en plus resserrés et dangereux, s'écria « Halte ! Mouillez toutes les barques près du rivage !» Ils gagnèrent la rive et inspectèrent les environs. Rien qu'une nappe miroitante et sans fin, dont l'immensité n'était rompue que par des étendues de roseaux, et nul passage possible à pied sec. Itao commença à perdre de son assurance et, ne sachant quel parti prendre, demanda conseil aux habitants du village qui lui dirent « Bien que nous habitons dans les parages, nous les petits, nous serions bien en peine de nous orienter par ici. » Itao envoya alors en reconnaissance 2 prames, montées chacune par 2 ou 3 excepts. 4 bonnes heures après leur départ, ils n'étaient toujours pas revenus rendre compte. « Ces imbéciles ne sont vraiment bons à rien !» s'exclama Itao, qui d'Erechef envoya 5 excepts sur 2 petites barques pour reconnaître les lieux. Ils partirent, mais 2 nouvelles heures passèrent sans qu'on les vît revenir. Itao dit « Cela était pourtant des excepts pleins d'expérience, dégourdis et ne perdant pas le nord. » Note. Shiking Yura, littéralement, qui y voit clair dans les 4 azimuts, et dont les sens et les membres sont vifs, c'est-à-dire dégourdi, frisque et expéditif. Fin de note. Itao dit « Cela était pourtant des excepts pleins d'expérience, dégourdis et ne perdant pas le nord. Comment se fait-il qu'ils ne se tirent pas d'affaire? Pourquoi n'envoient-ils pas au moins une des barques pour rendre compte de ce qu'ils ont trouvé? Comment prévoir que tous ces soldats que nous avons amenés ne vaudra pas mieux l'un que l'autre? Pas le moindre discernement chez tous ces drôles. » Cependant, il commençait à se faire tard, et Itao réfléchit. « Perdus ici comme nous le sommes, qu'allons-nous devenir? Il faut que j'aille moi-même voir ce qui se passe. » Il choisit donc une sellette et quelques excepts vétérans, tous armés, qui prirent la godille de 5 ou 6 canons. Itao, assis à l'avant de sa nacelle, s'enfonça à son tour dans les dédales des bras d'eau perdus dans les roseaux. À ce moment-là, le soleil était déjà bas sur l'horizon et allait disparaître. La sellette avait vogué pendant 5 ou 6 lis quand soudain, sur une berge voisine, Itao avisa un homme qui approchait, une houe à la main. Il l'interpella. « Oh l'homme, qui es-tu? Et où sommes-nous ici? »« Je suis un fermier du village voisin. Cet endroit s'appelle la crique de la tête coupée, car il n'y a plus d'issue. Tu n'aurais pas vu passer de barque qui devait capturer Juan le cinquième, c'est ça? Comment peux-tu savoir qu'elle allait capturer Juan le cinquième? Hé, c'est qu'on se bat à mort là-bas, dans cette forêt noire. Est-ce loin d'ici? Mais non, c'est là devant. Vous pouvez la voir d'où vous êtes. » À ces mots, Itao dit aux rameurs d'avancer pour aller à la rescousse de ses hommes, et ordonna à 2 excepts de s'armer de harpins et de descendre sur la berge. Alors on vit l'homme brandir sa houe. Son bras s'abattit,
un coup pour chaque extête, et les deux victimes allèrent en un clin d'œil choir dans l'eau. Horrifié par ce spectacle, Itao se leva d'un bond et voulut sauter à terre pour contre-attaquer. Mais sa sellette se mit subitement à tanguer dangereusement, et voici qu'un homme jaillit de l'élément liquide, empoigna Itao aux jambes et d'une poussée l'envoya culbuter dans l'eau.